Bonjour Camille. Bonjour Clémentine. Merci de nous consacrer du temps. Donc, tu es conseillère juridique au département juridique de Médecins sans frontières. Mhm. Tu es en charge du dossier de violences sexuelles, médico-légales et migration. Et tu es rentrée comme stagiaire au département juridique en 2011 à MSF. Et donc, ma première question, c'est la suivante. Comment est-ce que tu t'es retrouvée à travailler à Médecins sans frontières ? Merci beaucoup de m'offrir cette opportunité de parler. Alors, l'intitulé de mon poste exact, c'est conseillère juridique, médico-légale, droit des patients et protection. C'est un petit peu plus large et on pourra en parler après. Alors, comment je me suis retrouvée chez MSF ? Finalement, c'est assez simple. C'est que j'étais en fait à Sciences Po à Grenoble. Donc, il faut savoir que moi, je suis pas avocate. Donc, à l'époque, on avait encore la possibilité d'entrer au département juridique sans vraiment être avocate. Et c'était une époque où l'humanitaire commençait à se professionnaliser. Mais pas encore vraiment autant qu'aujourd'hui. Et donc j'étais dans un master qui proposait, qui était assez généraliste, qui était sur l'action humanitaire et relations internationales. Et en fait, j'ai pris tous les cours de droit que j'ai pu, notamment droit humanitaire, droit de l'homme et action humanitaire. Et j'ai pu faire un premier stage en fait au Conseil des droits de l'homme, au commissariat pour les droits de l'homme à Genève. Et finalement, même si c'était très intéressant, ça m'a vite vacciné entre guillemets sur la galaxie onusienne. Et finalement, je me suis très vite retournée vers l'humanitaire pur entre guillemets, c'est-à-dire celui dont je rêvais, parce qu'en fait, j'aimais beaucoup en cours tout ce qui était de l'ordre surtout le droit humanitaire, et surtout finalement, j'ai été très vite attirée par la thématique de l'éthique médicale et le droit au secours. Et ça, vraiment, ça m'a très tôt fascinée. Et donc finalement, j'ai tout de suite eu comme envie d'être soit avec le CICR, soit avec MSF. Et en fait, en faisant un petit peu des recherches, j'ai aussi vu qu'MSF avait un département juridique. Et à l'époque, c'était quand même encore des ressources qui étaient assez peu développées. Et donc, en fait, j'ai un petit peu été... à l'époque, on pouvait encore faire des candidatures spontanées. Donc, j'ai envoyé une candidature spontanée au département juridique pour le stage de mon Master 2. Et donc, j'ai été prise comme ça à MSF pour aider à l'époque la directrice juridique à mettre à jour le dictionnaire pratique de droit humanitaire. Et puis, une chose en amenant une autre, à l'époque, c'était encore une fois un petit peu peut-être plus facile de rester dans l'organisation que ça ne l'est aujourd'hui. Et donc, j'ai enchaîné CDD et puis CDI, et puis je suis plus vraiment jamais partie avec des allers-retours, mais au final, ça fait presque 15 ans jour pour jour que j'ai commencé un stage chez MSF. Donc, c'est possible de commencer en stage. En tout cas, à l'époque, c'était possible. Est-ce que c'est encore quelque chose de possible aujourd'hui ? Alors, c'est possible, oui. Par contre, la procédure de recrutement sera moins évidente, c'est-à-dire de passer directement de stage à CDD au sein du département juridique, par exemple, au niveau du siège. Aujourd'hui, on va plus passer par des poules aussi, parce que le département juridique a grossi. Il y a moins de postes simplement qui sont ouverts, et donc on va plutôt conseiller les stagiaires d'aller vers des postes terrain, pour ensuite revenir dans le pool juridique s'ils veulent travailler sur les sujets juridiques, soit sur le terrain pour ensuite aller vers le siège. Donc, si je comprends bien, effectivement, on commence plutôt par de la polyvalence et de la gestion du terrain. Donc, la mise en pratique très concrète du travail sur le terrain, quitte à se spécialiser ensuite sur une thématique beaucoup plus pointue qui peut être un certain nombre de dossiers juridiques. Exact. Sachant aussi qu'il y a donc 15 ans, les thématiques juridiques étaient encore peu développées vraiment au niveau d'MSF. Donc le département juridique était encore, on était peu. Alors qu'aujourd'hui, on est une soixantaine, toutes sections confondues, et sur le terrain. Et il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on peut travailler sur des sujets juridiques sans être au département juridique. Et notamment,
temps, même si c'est pas évidemment le mandat que s'est donné MSF, mais tous les enjeux de protection, de support social, voilà, d'aller au-delà du soin. Et ben aujourd'hui, finalement, il y a des gens qui sont protection managers donc en Libye, c'est-à-dire qui travaillent vraiment sur le volet protection des populations. C'est aussi beaucoup des profils juridiques. Donc en fait, on peut, en arrivant en tant que stagiaire au département juridique, aujourd'hui, finalement avoir un panel de possibilités très large, et plus large qu'il y a 15 ans, je pense. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton travail au quotidien, les dossiers que tu gères, les thématiques sur lesquelles tu travailles, et me raconter un peu une journée type? Alors, il se trouve que ma particularité, c'est que ma journée, elle est restreinte, puisque ça fait 3 ans que j'ai repris un poste à 50% au sein du département juridique d'MSF France. Donc, je travaille que le matin. Et j'ai un contrat nomade, ce qui fait que je travaille principalement en télétravail, et je viens une fois par mois à Paris. Il se trouve que comme je suis principalement en contact avec les équipes sur le terrain, quand on est au téléphone avec le Sud-Soudan, qu'on soit à Paris ou ailleurs, c'est un petit peu pareil. Donc mon travail, et j'ai une collègue qui fait la même chose que moi ici à Paris, donc on est deux sur ces sujets-là, consiste principalement à supporter les équipes. Donc c'est vraiment un poste de support aux opérations sur finalement ce qu'on peut appeler la responsabilité donc médico-légale d'MSF, donc c'est-à-dire au-delà du soin, sur finalement des sujets qui sont vraiment liés à nos activités médicales. Donc c'est vraiment le cœur de métier d'MSF, au niveau par exemple du cadre du consentement aux soins, du cadre de la confidentialité médicale, quand et comment on peut partager des informations à des parties tierces, que ce soit des familles, mais évidemment des autorités, et le cadre aussi finalement donc du droit de nos patients. Donc c'est vraiment aussi le cadre juridique national et international par rapport au droit des patients d'accéder à des soins, par exemple patients détenus, mais aussi donc beaucoup survivants de violences, donc violences sexuelles. Et aussi les personnes en situation de migration, notamment demandeurs d'asile, ou souvent considérés comme migrants illégaux. Et donc, une partie du travail va vraiment être de la veille, de l'analyse juridique, donc du droit national, mais aussi du droit international, puisqu'MSF agit aussi en vertu du droit au secours, du droit international humanitaire et de l'éthique médicale, et une partie aussi qu'on va plutôt appeler du front office, c'est-à-dire du support direct quand il y a des enjeux en fait de management de cas individuels, c'est-à-dire des cas complexes, où là on va vraiment aider les équipes directement dans la gestion de ce cas. Et ça va évidemment être aussi de l'autonomisation des équipes. Donc on fait beaucoup de développement d'outils, on va faire de la formation, et donc on va mettre en place beaucoup par exemple, de procédures. Jamais tout seul, parce que le département juridique n'est pas décisionnaire, mais en soutien avec les équipes. D'accord, donc ton poste est très orienté soutien aux opérations, soutien sur le terrain. Et si je comprends bien, il y a 2 piliers principaux, un qui est la mise en place d'outils, et puis un qui est l'accompagnement, le soutien technique et le conseil au quotidien sur des problématiques qui vont se poser sur le terrain dans les opérations. Exactement. Mise en place d'outils, et alors maintenant, aujourd'hui, après quand même de nombreuses années d'existence du département juridique, les outils qu'on utilise existent. L'enjeu, c'est plutôt de les faire vivre, et si besoin ensuite d'en créer d'autres qui sont plus adaptés au terrain, parce que tout l'enjeu, c'est vraiment d'adapter au projet. Donc ça va plutôt être de vraiment adapter, mettre à jour et faire vivre les outils qui existent, exact. Et aussi de vraiment, comme un des défis de l'humanitaire, c'est ce qu'on appelle le turnover des équipes. Donc vraiment à chaque fois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, on va avoir des nouvelles équipes. Mais c'est aussi de maintenir le niveau de connaissance des équipes qui arrivent sur des outils, sur des sujets, sur ces sujets-là en tout cas. D'accord, donc ton poste a un volet formation important. Oui. Ouais. Et pour la mise en place concrète et pratique des outils, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous avez des outils qui vont être communs à Médecins sans frontières,
à travers toutes les opérations, mais toi, tu vas travailler sur la spécificité de cet outil pour être déployé au Sud-Soudan, en Afghanistan, au Yémen, en fonction de la spécificité des opérations dans ce pays et de l'environnement. Exactement. Si je vous donne un exemple, on travaille, un de nos gros cœurs de notre travail, c'est tout ce qui est certification médicale des survivants de violence. C'est-à-dire quand une survivante de violence, violence sexuelle ou violence autre, donc fait appel aux services médicaux d'MSF, c'est le devoir du médecin de délivrer un certificat médical. Ce certificat médical va devoir potentiellement, donc on a un modèle qui est commun à toutes les opérations, mais le travail, ça va être de voir si dans ce contexte, le certificat médical d'MSF est accepté par les autorités locales, s'il peut être signé par un médecin ou une sage-femme, si on peut utiliser tel ou tel langage, etc. Donc ça va être en effet cette adaptation. C'est le cas également de, par exemple, un sujet en ce moment qu'on a beaucoup, c'est l'enjeu par exemple des bébés qui sont abandonnés dans les maternités. On a des procédures générales, mais ensuite on va créer des procédures qui vont être dans chaque pays. Vous parlez de l'Afghanistan, on a fait ça en Afghanistan. D'accord. J'entends aussi que tu as 2 passions et 2 métiers. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et puis me dire un petit peu plus comment est-ce que tu as réussi à cet exploit de vivre de passion et de le mettre en place et concrètement, comment est-ce que ça existe cette dichotomie ? Alors, oui, en effet. Donc, comme je disais, ça va faire bientôt 3 ans que j'ai repris ce poste à 50%. Et en fait, après le Covid, comme beaucoup de gens, il y a eu une remise en question de où j'en étais. Voilà, à cette époque-là, je travaillais avec MSF Suisse et j'étais sur un poste qu'on appelait flying, donc moitié siège et moitié terrain. Et donc, je partais énormément sur le terrain j'ai atteint un petit peu un point de bascule de fatigue, ce qu'on pourrait aujourd'hui aussi appeler burn-out et donc de remise en question. Et ma deuxième passion qui me suit depuis de ma plus tendre enfance, comme on dit, c'est l'équitation, en tout cas la relation au cheval, pas forcément l'équitation, mais la relation avec le cheval. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour lier mon envie d'aider, d'accompagnement des personnes en difficulté et le cheval. Et tout naturellement, je me suis formée donc à ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation équine. Alors, je dis pas équithérapie parce que je ne suis pas à proprement parler thérapeute, mais on dit praticien en médiation équine. Et donc, pendant 2 ans, et donc ça fait maintenant 1 an que je suis en auto-entrepreneur à peu près, 1 an voire plus, et j'accompagne principalement les femmes et les enfants victimes de violences intrafamiliales. Et donc, il y a quand même un fil rouge, c'est-à-dire que c'est l'aide et l'accompagnement des survivants de violences. Et comment comment je jongle, finalement, c'est assez simple. Ça nécessite quand même de la discipline mentale, mais en fait, je travaille le matin pour MSF et l'après-midi, j'accompagne les personnes. Comme je suis dans un milieu aujourd'hui en ruralité, j'ai des chevaux à côté, donc c'est plus facile. Et c'est vraiment autour, surtout, moi j'ai aussi avec MSF développé entre guillemets une expertise autour de la question de la violence faite aux femmes en général. Donc je retrouve des sujets qui sont très similaires dans mon travail, sauf que ce qui est différent, c'est que le côté très concret que j'ai aimé chez MSF avec l'aspect médical, j'ai voulu aller encore plus loin dans l'aspect accompagnement individuel et le côté autour aussi de tout ce qui est psychotrauma. Je suis vraiment très intéressée par cette thématique-là. Et donc, c'est tout naturellement aussi que j'essaye de travailler beaucoup sur la question de la prise en charge du psychotraumatisme et dans l'accompagnement individuel aussi me plaît beaucoup. J'entends que tu parles du côté très concret du travail à Médecins sans frontières. Est-ce que tu as un souvenir de terrain particulier que tu aimerais partager ? Oh là là. Oui.
Un souvenir positif ou un souvenir négatif? Je te laisse le choix. Un souvenir, un moment particulièrement marquant qui a peut-être été un tournant Mmh. dans ton parcours humanitaire. Et bien justement, ça va aussi faire résonner ma pratique aussi autre et MSF en général, surtout aujourd'hui, c'est que j'étais en visite dans les territoires palestiniens occupés en octobre 2023. Et en fait, j'étais à Gaza avec MSF jusqu'à la veille des attaques du 7 octobre. Et Gaza, à l'époque, était vraiment... enfin, on y entrait comme dans un moulin, quelque part. Et c'était un contexte très stable. Si je puis dire. Et je suis donc j'étais à Naplouse en Cisjordanie le jour des attaques et ça a été marquant pour plusieurs raisons parce qu'on a été évacué parce que ça a été tellement compliqué dans le sens où on ne s'y attendait pas. Donc l'imprévu, la sidération, l'évacuation par la voie terrestre, par la Jordanie, ce qui est aujourd'hui fait pour tout le monde, mais qui à l'époque était tout nouveau. Et donc et la peur pour la population et d'abord aussi pour eux bien sûr et pour les équipes qui sont restées et qui ont été bloquées. Et donc ça a été un tournant parce que comment dire, déjà j'ai remercié MSF de tout ce qu'ils ont mis en place aussi pour nous soutenir et pour nous mettre à l'abri. Et de la capacité aussi de réaction de l'organisation très vite dans les jours qui ont suivi. Et un tournant parce que je me suis aussi... voilà, ça fait relativiser. Et ensuite, je me suis dit, bah oui, encore plus l'importance de prendre soin de soi quand on va dans des terrains difficiles et qu'on voit des choses difficiles. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette importance de prendre soin de soi sur des terrains difficiles? Comment concrètement est-ce que tu arrives à prendre soin de toi et qu'est-ce que l'humanitaire t'a appris sur ce plan-là? Alors là, il y a plusieurs volets parce que il y a ce que l'humanitaire m'a appris et il y a ce que moi personnellement aussi j'ai mis en place. Alors, c'est sûr que ce que l'humanitaire m'a appris et ce qui permet aussi de prendre soin de soi, je trouve, et qui permet de trouver du sens, en tout cas pour moi chez MSF, c'est vraiment l'aspect aussi interculturel, c'est-à-dire la stimulation intellectuelle que c'est d'être sur le terrain avec d'autres personnes de plein de nationalités différentes, de pouvoir discuter de tout et de rien. C'est déjà un stimulant et ça, trouver du sens, c'est aussi une manière de prendre soin de soi parce que si on trouve pas de sens à la vie, c'est quand même compliqué. De manière générale, MSF, enfin l'humanitaire en général et MSF en particulier, et encore plus en particulier le département juridique, m'a aussi appris quand même à avoir une certaine rigueur. Alors moi, je fais pas de longues missions, j'ai fait qu'une longue mission. Et finalement, depuis, je pars toujours sur des missions de 1 mois maximum. Donc j'ai aussi beaucoup d'anticipation. Je mets un cadre, je sais dans quoi j'arrive. Bon, sauf à Gaza où évidemment là, ça a été différent. Donc de la rigueur, de la flexibilité aussi, et de savoir prendre du recul. Je pense que c'est important vraiment le recul, c'est-à-dire de regarder les choses d'être avec, enfin, je veux dire, dans la conscience et du présent de ce qui se passe et en même temps toujours en gardant voilà, un pied un petit peu à l'extérieur, c'est-à-dire en se rappelant que c'est une réalité, qu'il y en a d'autres. Et de ne pas oublier sa propre réalité pour garder une sorte de constance. Et donc, prendre soin de soi, c'est aussi, pour moi en tout cas, mais parce que c'est aussi mon autre pratique, c'est de beaucoup passer par le corps, quoi. Voilà, avec des choses autour de la respiration, des choses autour ça peut être tout simple, hein, mais c'est de la marche, c'est des choses comme ça. Comment est-ce que tu arrives à te garder justement cet espace de soins, de care personnel sur le terrain quand tu es dans l'urgence?
Alors, il se trouve aussi que, pour remettre un tout petit peu quand même les choses en perspective, moi je pars pas dans des situations, des contextes d'urgence dans les premiers temps de l'urgence. C'est pas mon travail, c'est pas mon comment dire, enfin c'est pas le cœur de ce qu'on fait. Donc je vais plutôt aller sur des projets une fois que c'est installé. Donc c'est quand même moins le côté urgence. Ça n'enlève pas le fait que ce sont des contextes instables et difficiles. Comment je fais? C'est difficile, hein, je dis pas du tout que c'est facile. C'est aussi peut-être plus facile parce que c'est sur un temps court. Mais c'est important, par exemple, de vraiment, j'encourage les jeunes à mettre des limites, à mettre un cadre entre ce qui est de l'ordre du professionnel et ce qui est de l'ordre du personnel. Et c'est vrai que quand on va sur le terrain, toutes ces lignes sont brouillées puisque ça devient notre vie quotidienne. On parle, on mange, on vit MSF et c'est stimulant évidemment, mais c'est important de se ménager des moments et donc ça veut dire couper. Ça veut dire couper le soir à telle heure, même si on a des mails, même si on a des gens qui nous parlent. Et ça veut dire aussi, enfin ça c'est aussi très personnel, mais faire attention à son sommeil. Voilà, dormir. Ça paraît très, très facile encore une fois, mais c'est fondamental de se laisser ce temps-là. Bon, je dis ça et puis parfois je réponds à des mails à 3 heures du matin. Mais on peut jamais voilà, le faire tout le temps. Mais essayer, s'en rendre compte, identifier en fait, essayer de se connaître au mieux. Dans tous les cas, ça permet d'être sur le bon, en tout cas sur la bonne voie. On n'est jamais parfait de toute manière. Donc je dirais ça. Et puis tout le monde a ses petites choses, mais ça peut être s'évader voilà, dans des films, des séries, des livres, que sais-je. Et faire la cuisine. Enfin, c'est vraiment un petit peu ridicule. Ça peut paraître simple, mais c'est important. Et puis aussi parfois, ne serait-ce que ne pas travailler une journée quand on est en visite pendant des mois, c'est bien. Donc, ce que j'entends de ce que tu recommandes, c'est effectivement ne pas travailler tous les jours 15-20 heures par jour, donc c'est faire des pauses. Et puis aussi se connaître suffisamment pour identifier qu'est-ce qui va nous ressourcer, quelle activité, qu'elle soit physique, intellectuelle, méditative, qui va pouvoir recharger les batteries. Et donc ça demande quand même une bonne connaissance de soi avant le départ. Exactement. Se connaître, c'est très important. Après, la connaissance de soi, c'est aussi un temps long. Et clairement, quand je suis arrivée au Nord Kivu à 24 ans, je me connaissais pas comme je me connais aujourd'hui à 38 ans. Donc ça prend du temps, mais en tout cas, c'est bien si on essaye, voilà. Et ça passe aussi par discuter avec les autres. Ça passe par moi. Ce qui m'a aidé beaucoup, c'est le fait que je suis quand même assez sociable et que j'ai besoin de parler avec les gens quand ça va pas. Il y a des gens, c'est pas leur cas, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a aidé, c'est de pouvoir dire tiens là ça va pas, de pas avoir peur de dire que ça va pas, de dire que là ça suffit, qu'on a peur, de poser des questions et voilà c'est ok de se faire entendre parce que évidemment surtout dans les premières missions il y a beaucoup de choses qui nous arrivent quoi, à la fois du beau, cette coexistence de la violence et de la beauté sur le terrain, c'est quelque chose qui est très qui est fascinant et sur lequel qui peut devenir obsédant quoi, cette espèce et donc voilà, pouvoir être avec les autres et discuter avec les autres, c'est aussi parce qu'on se rend compte en fait au final qu'on a tous des choses qui nous rapprochent et parfois on n'ose pas forcément en parler, mais c'est important d'en parler. Qu'est-ce qui te nourrit le plus dans ton travail à Médecins sans frontières ? Alors, qu'est-ce qui me nourrit le plus ? Je pense qu'encore une fois, c'est l'aspect très concret du volet médical et surtout là en ce moment au regard de la situation internationale, travailler pour MSF fait encore plus sens parce qu'on est épargné aussi des coupures budgétaires américaines notamment
Et on voit que ce côté du droit au secours, au-delà de toute forme d'appartenance, reste c'est la granularité la plus fine. Et c'est ça qu'on doit vraiment, pour laquelle on doit se battre. Et ce qui me nourrit, c'est aussi, je pense, encore une fois, la stimulation de ce côté aussi très, très international. Moi, je trouve ça fascinant, oui, de connaître, par exemple, je connais le code pénal de plein de pays différents. En fait, ne serait-ce que ça, je trouve ça génial, en fait, d'aller dans ce détail, quoi. Et de pouvoir, oui, de pouvoir faire des recherches sur des sujets très, très, très différents. Donc oui, c'est très stimulant. Donc à la fois une stimulation intellectuelle et une stimulation humaine. Oui, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, avec du recul, en toute honnêteté, je ne pourrais plus, je n'aurais plus envie de travailler à 100% pour MSF. Je le dis tout à fait, voilà, avec honnêteté. Donc cette capacité, cette niche que tu as trouvée, où tu arrives à la fois, encore une fois, à vivre tes deux passions, qui sont ce travail dans l'humanitaire et ce travail auprès des chevaux. Exactement. J'aimerais savoir qu'est-ce que l'humanitaire t'a appris. Donc ça, c'est finalement la question la plus ouverte, et on pourrait dire plein de choses, et je pense que j'en ai déjà dit beaucoup. Mais je pense en tout cas, quelque chose que l'humanitaire m'a appris, c'est aussi la flexibilité, enfin, en tout cas l'adaptabilité, de devoir en permanence aussi se remettre en question, se reposer la question de ah oui, mais ça c'est pas parce que c'est applicable là que c'est applicable ici, et toujours bouger la focale, quoi. Voilà, se remettre dans la perspective de et avoir quand même de l'humilité quand on arrive ou quand on étudie un contexte, un projet, c'est de se dire ok, on essaye de prendre la globalité, on n'arrive pas avec nos propres croyances et en pensant que tout est acquis quelque part. Voilà, donc oui, je dirais ça. Et encore une fois, cette forme de connexion à quelque chose qui est un peu plus grand que soi, quoi. Donc j'entends flexibilité, capacité d'adaptation, humilité. Oui. C'est aussi des qualités, ça. Donc quelles sont les qualités qui t'ont permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui dans ta vie? Alors, c'est des qualités, mais je suis pas sûre que ce soit des qualités innées, dans le sens où, encore une fois, j'ai beaucoup évolué. Mon moi il y a 15 ans, c'est pas le même du tout. Parce que j'ai peut-être accepté de me voir et de voir des choses à améliorer, des défauts. Donc, et puis je dirais aussi, parfois on apprend l'humilité par la force des choses, quoi. Donc c'est aussi, encore une fois, faire profil bas, entre guillemets. Enfin, je veux dire, accepter qu'on est perfectible. Donc, en tout cas, moi, dans mon caractère, c'est peut-être une qualité et un défaut, c'est que justement, peut-être, je me pose des questions, mais peut-être parfois beaucoup, peut-être parfois trop, à surmentaliser, à surintellectualiser, etc. Mais du coup, ça permet de quand même souvent prendre du recul et essayer de faire un pas de côté. Mais clairement, si on n'a pas cette capacité-là, à un moment donné, on va se prendre le mur, quoi, je pense. Ça me permet de rebondir. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi dans l'humanitaire ? Justement, finalement, on fait un petit peu on boucle la discussion, dans le sens où on parle de se connaître soi, de mettre des limites, etc. Donc, justement, ce qui veut dire que parfois l'humanitaire, c'est difficile de poser ces limites-là, puisque ça prend toute notre énergie, ça prend tout de nous. Et on le veut bien, on le donne, mais à un moment donné, c'est où est-ce qu'on se retrouve, et donc prioriser, c'est difficile.
c'est quoi l'urgence? C'est quoi une priorité? Est-ce qu'une urgence est forcément prioritaire? Est-ce qu'une priorité est urgente? C'est de ça, quand on a plein de demandes, c'est de, voilà, vers où je vais d'abord. Et là, c'est aussi l'avantage d'avoir des super managers, de pouvoir s'appuyer sur d'autres pour nous aider. C'est aussi très important de ne pas toujours être seul. Mais oui, ce qui a été, je pense, parfois difficile, c'est de faire cette séparation entre vraiment ce qui est urgent ou non. Et puis, je pense que ce qui est difficile aussi parfois, bah, c'est simplement la difficulté de ce qu'on voit, en fait, hein. C'est que, évidemment, en fait, on se dit toujours que c'est on relativise, puisque nous on va bien, on est en bonne santé, on vit dans un pays qui est stable, etc. Et que les horreurs du monde voilà, donc on relativise sur nous, mais en même temps on est impacté. Enfin, le traumatisme vicariant, on le sait, les traumatismes secondaires, ça existe. Donc parfois oui, on est impacté sans vraiment comprendre. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai compris maintenant. Mais quand je faisais beaucoup de terrain, au début, on ne sait pas trop pourquoi on va pas bien, ou on se pose des questions, ou on a des montées d'anxiété. Et en fait, c'est aussi parce que ce qu'on voit et ce qu'on lit, bah, ça nous impacte. Pour les auditeurs, le traumatisme vicariant, c'est le traumatisme qui peut être dû au fait d'avoir trop entendu, par exemple, des témoignages. Donc, c'est un traumatisme indirect. C'est ça. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a marqué lors de ta première mission en République démocratique du Congo avec Médecins sans frontières, quand tu étais toute jeune. Plein de choses, parce que les souvenirs professionnels se mêlent aux souvenirs personnels. Je pense que ce qui m'a marqué, c'est sûr, encore une fois, j'étais vraiment toute jeune, donc je le vois je le vois encore avec mes yeux de 24 ans. C'est encore une fois, oui, c'est vraiment cette coexistence entre la violence. Je me souviens de quand on voit les premières, les premiers, comment dire, tout jeunes garçons, les yeux injectés de sang avec des lance-roquettes, c'est qu'on a 24 ans, bah ça coupe un peu le souffle. Et en même temps, le Nyiragongo, toujours un peu rouge, et le lac Kivu, magnifique. Enfin, on se demande un petit peu dans quelle réalité on a débarqué. Et cette coexistence, voilà, qui persiste, voilà, de cette violence et de cette beauté en même temps. Et ce qui m'a marqué, c'est quand même aussi la puissance de frappe, en tout cas d'MSF, mais d'autres organisations aussi, de l'humanitaire en général, et de ce qu'on est capable de faire, mais aussi parfois de ce qu'on est capable de faire, et soyons, enfin, je veux dire, honnêtes de le dire aussi, pour le meilleur et parfois pas pour le pire. Mais ce qui m'a parfois marqué, c'est le fait qu'on vivait tous dans des super baraques, et que la population était quand même dans des circonstances très très difficiles. Donc ça a été un petit peu difficile aussi à s'adapter, quoi. Et puis aussi, ce qui m'a marqué, c'est parfois à cette époque-là, en tout cas encore jeune, de voir certains humanitaires, ce qu'on appelle cramés, donc qui je pense, avec le recul, avaient un petit peu perdu justement leur repère, leur marque, et qui ne vivaient plus que sur le carburant de cette adrénaline constante du terrain, quoi, et parfois aussi même du danger, et que ça pouvait amener à des comportements, parfois, voilà, tendant vers des consommations qui peuvent être, voilà, délétères. Et je l'ai fait aussi d'ailleurs, parce qu'il faut compenser. C'est une manière voilà, d'autocompensation. Mais j'ai quand même je me suis vite dit, bon, moi j'ai
pas envie de finir comme ça. Donc mettre des limites assez vite et évidemment, heureusement, aujourd'hui il y a aussi plein de procédures qui sont en place pour supporter les équipes, pour les aider, pour les protéger, etc. Donc je pense que c'est aussi plus du tout la même chose aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans ou plus. Mais c'est vrai que oui, ça m'avait un petit peu marqué. Oui, donc là, tu fais référence à des comportements addictifs qui viennent compenser un épuisement psychique qu'on peut Oui. rencontrer sur le terrain. Et cet épuisement, il peut être là. Et donc, effectivement, toute l'importance de réussir à trouver des moyens de recharger les batteries qui ne passent pas par des addictions. Exact. Totalement. Recharger les batteries, mais pas que, c'est-à-dire aussi la capacité d'extérioriser, de verbaliser. Parce que recharger les batteries, c'est une chose, mais il faut aussi ensuite pouvoir mettre des mots sur des émotions qu'on a du mal à comprendre ou de l'anxiété ou des comportements. Donc c'est pour ça que par exemple ne pas hésiter à demander un soutien psychosocial, etc. Ou simplement avec ses amis, c'est important. Donc oui, recharger les batteries, mais pas que. Quels sont les conseils que tu donnerais à une jeune ou à un jeune qui souhaiterait partir dans l'humanitaire aujourd'hui ? Alors, plein de conseils. Après, tout dépend, j'ai envie de dire, de quel humanitaire on parle. Encore une fois, partir avec MSF ou le CICR, ça reste différent que de partir avec l'ONU, je pense. Si je fais vraiment cette grande dichotomie, il y a évidemment tout un panel entre les deux. Donc ça dépend. Ça dépend aussi si on part 3 mois, 6 mois, 1 an, ou si on part au fin fond du Sud-Soudan ou à Amman en Jordanie. Mais globalement, je dirais à cette personne, prends soin de toi. Je dirais à cette personne, c'est génial, tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses, tu vas rencontrer plein de gens, mais prends du temps pour toi. N'oublie pas que ce n'est pas toute ta vie. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec moi ? Alors oui, mais peut-être pas contemporain de maintenant. Parce que, en toute honnêteté, en ce moment, j'ai du mal à lire. Parce que je lis beaucoup pour mon travail, enfin mes deux jobs. J'ai du mal à lire de la fiction. Mais en tout cas, je me souviens que pour l'humanitaire spécifiquement, quand j'étais sur le terrain et qu'il y avait pas encore forcément beaucoup de plateformes ou de réseaux sociaux, etc. La lecture et les livres, c'était vraiment important. On se partageait, se partageait des conseils de lecture et en tout cas pour l'humanitaire. Alors, je vais pas aller dans les clichés de Jean-Christophe Ruffin et autres parce que voilà, tout le monde connaît. Mais je dirais d'essayer d'aller sur des lectures qui sont aussi liées au contexte. Essayer de lire des artistes, enfin des auteurs du pays, par exemple dans lequel vous allez, que ce soit des essais ou de la fiction. Moi, je me souviens avoir adoré quand j'étais au Congo. J'y ai repensé, hein, ça me vient pas maintenant. J'y ai repensé. La mort du roi de Songor de Laurent Godet. J'avais beaucoup aimé, ou Un dimanche à la piscine à Kigali, puisqu'on était dans la région des Grands Lacs. Et je dirais tous ces écrivains voyageurs, en fait, c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé aussi Nicolas Bouvier. Donc toutes ces lectures qui vous font aussi voyager et qui parlent de cette interculturalité. Mais de lecture actuelle, moi sinon j'adore les polars. C'est bien, ça fait poser le cerveau et comme ça on oublie le reste. Camille, un immense merci pour ton temps, c'était Avec plaisir. formidable. Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Clémentine.